La Knesset commémore aujourd'hui jeudi le 25e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Nous en parlons dans un instant dans les coulisses de la Knesset. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors à 13h jeudi, une commémoration à la Knesset comme chaque année, 25 ans. De ce drame qui a traumatisé la société israélienne. Alors, Tout à fait. Alors, au-delà des... Comme on parle de la Knesset, ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure, finalement, le débat politique a changé. On sait qu'on a beaucoup parlé d'incitation à la haine qui a précédé le meurtre d'Yitzhak Rabin. Est-ce que, Shraga, selon vous, avec le regard historique sur ces 25 années qui ont passé, est-ce que le débat politique a-t-il évolué? Est-ce que les hommes politiques ont tiré les leçons de cette période? Alors, on ne peut pas dire que c'est le cas. On peut pas dire que c'est le cas. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe à la Knesset, on ne va pas généraliser évidemment, c'est que les débats sont souvent houleux, avec beaucoup d'invectives, beaucoup de cris, parfois un débat assez... au ras des pâquerettes parfois, sans généraliser. Et on peut dire que finalement, on se demande si vraiment les hommes politiques, d'ailleurs la plupart n'étaient pas encore dans la politique à cette époque-là, il y a 25 ans, mais on peut se demander parfois s'ils ont appris les leçons des implications de ce qu'on peut parfois dire dans la Knesset ou dans le débat politique. Alors maintenant, effectivement, il y a une autre question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la critique légitime et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la hasata, c'est un mot à la mode, l'incitation, parce que on a parfois l'impression aussi, et ça aussi, une des conséquences malheureuses de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, c'est de se dire que finalement, dès qu'il y a une critique, elle peut être comprise comme, ou elle est qualifiée par les adversaires comme étant de l'incitation, alors que c'est finalement de la critique légitime. Alors, c'est une question qui est qui est sujette à interprétation par chacun accusant l'autre d'inciter s'il critique, mais on peut dire que on assiste parfois malheureusement à des discours, des manières de parler qui sont, ma foi, parfois assez critiquables et qui ne sont pas à l'honneur de la Knesset. Et il faudrait que l'assassinat de Rabin puisse être un exemple pour tout le monde de se dire on peut avoir un débat politique, ne pas être d'accord sans pour autant s'insulter en disant vous êtes un traître ou vous êtes un fasciste, etc. Enfin, on entend. Oui, est-ce qu'on peut se poser la question? On a créé au début de cette émission la rubrique du cactus qui donne à un député ce cactus, des députés qui sont exprimés d'une manière que nous condamnons. Et chaque semaine, on n'a pas de difficulté à trouver un député à qui remettre cette plante piquante. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure à la Knesset aujourd'hui, on continue d'utiliser des termes, on l'a vu, la question n'est pas à poser, c'est pas une question qui se pose, c'est la réalité, que les députés continuent d'utiliser les termes de nazis, de fascistes, de traîtres, voilà, les termes qui ont été utilisés justement avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin et qui, peut-être les analystes un jour feront l'étude directe des conséquences de cette manière de parler. Et pourtant, chaque année, on voit lors des cérémonies officielles, là je parle cérémonie officielle de Yitzhak Rabin, en général à la Knesset et à la présence de l'État, on entend à nouveau ces discours d'unité et que même si on n'est pas d'accord, on peut se disputer sans tomber dans l'insulte. Mais je pense que vous avez assez raison, Shraga, et on ne peut pas dire vraiment que les députés ont tiré les leçons de cet assassinat, en tout cas dans ce domaine, dans le domaine de l'incitation à la haine, qui continue très souvent des deux côtés, tant à droite qu'à gauche. D'ailleurs, aujourd'hui, certains disent qu'un deuxième assassinat politique n'est pas à exclure, on espère que non. Est-ce que c'est de l'exagération? Est-ce que c'est un peu le traumatisme de l'époque? En tout cas, vous, Michael, vous étiez jeune journaliste à l'époque des manifestations contre les accords d'Oslo qui réunissaient beaucoup de gens. Alors, vous avez couvert ça. Quels sont vos souvenirs de cette époque-là? Est-ce que, sur le moment, est-ce que vous avez eu peur de ce qui pourrait arriver ou vous imaginez pas du tout que... Non, personne ne pouvait imaginer un crime politique. Disons, les souvenirs que j'ai de ces manifestations, d'abord, majoritairement, ces manifestations, et comme aujourd'hui on en parle beaucoup, les manifestations, c'est la démocratie par excellence. Donc, des dizaines de milliers de personnes qui sortent dans la rue, c'est quelque chose de positif. En marge de toutes ces manifestations, il y avait les termes de Rabin traître,
Pérez traître, de Rabin affublé d'une kéfier, considéré comme un complice d'Arafat et mis au même niveau que Yasser Arafat. Et c'était extrêmement gênant, choquant. Mais ce qui est plus important peut-être, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de la politique, au niveau de comment les hommes politiques en 95 s'exprimaient tant dans l'opposition qu'autour d'Yitzhak Rabin. Alors, rappelons déjà que Yitzhak Rabin, paix à son âme, n'avait pas sa langue dans sa poche et que lui-même avait qualifié ses ennemis politiques de tous les noms. Il était connu pour son côté, en hébreu on dit gingi, c'est-à-dire qu'il réagissait au quart de tour. Épidermique. Voilà. Et en face, il y avait dans l'opposition des discours particulièrement virulents. Et c'est vrai que et il faut le rappeler encore, que Binyamin Netanyahou, à la célèbre manifestation qui cartillonne, où dans la foule, des centaines de gens criaient « Rabin traître », Netanyahou a pris le micro et a dit « On ne peut pas appeler Yitzhak Rabin un traître, nous ne sommes pas d'accord avec lui, ce qu'il fait est très dangereux pour l'avenir de l'État d'Israël ». Mais on ne dit pas que c'est un traître. Il l'a répété à plusieurs reprises dans d'autres manifestations. Il a tenté de mettre de calmer certains termes, d'empêcher que certains termes soient utilisés. Et aujourd'hui, je pense que on a un peu renversé l'histoire, comme si Netanyahou était responsable directement de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, ce qui pour moi est une erreur historique. Et j'ai couvert toutes ces manifestations, notamment celle de Kikartion. Mais dans l'opposition, il y avait à ce moment-là des termes très très virulents. On a même entendu des députés qualifier Rabin de traître. Des rabbins aussi. Des rabbins, des personnalités rabbiniques. Et ça a donné une ambiance dans le pays qui était une ambiance qui était délétère. Vraiment... délétère, c'est le mot. C'était une ambiance particulièrement difficile à supporter. Et comme en face, il ne manquait pas non plus d'en rajouter contre ces manifestants, le mépris de la gauche au pouvoir à ce moment-là pour les manifestants et pour toute opposition, et les invectives de la droite de l'opposition contre les dirigeants élus démocratiquement contre les accords d'Oslo finalement, c'était une ambiance qui, depuis 25 ans que je suis journaliste, c'était un peu mes débuts, en tout cas en Israël, dans ce métier, on n'est pas arrivé à ce niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de nouveau, de la part de l'opposition, de l'autre côté. C'est ce que j'allais dire dans les manifestations. Des phrases termes extrêmement violentes. Je rappelle que Gantz est qualifié de traître depuis qu'il a rentré dans le gouvernement avec Netanyahou. Par la gauche. Par une partie de la gauche, aussi une partie, aussi En Marche. Et même si c'est condamné aussi par les dirigeants, je rappelle que plusieurs dirigeants de gauche sont aujourd'hui au sein de la coalition, on entend de nouveau les mots traîtres, on entend de nouveau le fait que Netanyahou, avec Netanyahou, c'est la fin de la démocratie, c'est le fascisme, on entend le même genre de terme. Ça résonne et ça rappelle ce qui s'est passé avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Avec une petite note, on a quand même l'impression, je dirais, au niveau des députés, que j'ai pas entendu des députés parler utiliser le mot de traître, et par exemple, ou les mots aussi violents, à part quelques députés peut-être en marge, je parle des députés de la liste unie arabe qui eux n'hésitent pas, mais ils le font toujours, avant et après. Et aussi quelques députés, je dirais, en marge du Likoud, qui souvent cherchent les gros titres, ou à Meretz, on se rappelle du général de réserve Yair Golan, qui n'hésite pas, lui, à utiliser des termes particulièrement choquants pour les oreilles de la Knesset. Alors, on sait que les différents présidents de la Knesset qui se sont succédés depuis cet assassinat, à l'époque, c'était Shevar Weiss, qui était président de la Knesset, si je ne m'abuse, et depuis, tous ont rappelé lors de l'ouverture des sessions de la Knesset qu'il fallait faire attention. Ils n'ont pas été très écoutés. Et on peut espérer qu'avec le virus qui attaque Israël, la classe politique puisse s'unir réellement face à toute tentative de saper justement la démocratie venant de droite comme de gauche. Alors, ce qui nous amène d'ailleurs, sans lien direct de cause à effet, à la rose et au cactus, avec une initiative bienvenue, salutaire, qu'on peut saluer, de Moshe Arbel, du parti Chasse, qui a rédigé une espèce de charte donc pour la rose, une charte qu'on appellerait d'un dialogue politique respectueux.
C'est-à-dire de pouvoir justement de demander à ce que les députés, en tout cas les hommes politiques de manière générale, puissent débattre sans s'invectiver, de manière respectueuse, sans s'insulter, etc. Donc c'est un challenge. Et il a fait signer cette charte par à peu près, je crois, 2/3, à peu près, un peu plus que 2/3 de la Knesset. Donc, il mérite vraiment la rose, parce que ça a été signé d'ailleurs devant le président de l'État, avec Sofer, Ophir Sofer, on voit sur la photo, Michael Bitton. Michael Bitton aussi, de bleu-blanc. De bleu-blanc. Déjà en soi, c'est un signe encourageant. De Yamina, et moi, chez Arbel de Chasse. C'est une belle image. Voilà. Alors, on sait, et ça nous amène au cactus, que la majorité des députés ont signé. Certains n'ont pas signé, ils sont peut-être à l'étranger. Mais d'autres ont refusé. Voilà, mais certains ont refusé carrément de signer pour plusieurs raisons. On voit Shlomo Kari du Likoud qui a dit « j'ai pas envie de signer quelque chose que je vais pas respecter », dans le sens que les termes employés, selon lui, dans cette charte, trop lisses. Voilà, sont trop difficiles à respecter. Il faut laisser les gens libres, même s'il lui aussi a dit, bien entendu, il ne faut pas s'insulter, etc. On a vu les députés de Israël Beitenu, en bloc. d'Avigdor Lieberman, qui ont refusé en bloc. Voilà, les 6 ou 7 députés de ce parti qui ont refusé de signer aussi. On l'a vu aussi avec Eli Avidar, un de ces députés, que ça va être difficile en effet pour lui de retenir son langage. Et donc c'est eux le cactus, en fait, c'est ces députés qui refusent de signer un texte qui, sans entrer dans les détails, j'ai parcouru rapidement ce texte, un texte qui dit clairement il faut apprendre à se respecter les uns les autres, et c'est ce qu'on espère, et c'est le moment de le dire, jour anniversaire, voilà, c'est ça, bien que, comme vous l'avez dit, cette initiative n'était pas liée du tout à cette cérémonie, mais ça tombe à point nommé, comme on dit, par rapport à cette cérémonie. Bon, merci beaucoup, Michael. Shabbat shalom, chers auditeurs. Au revoir. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.